Les pays membres de la CEDEAO ont tenu une conférence virtuelle ce lundi. La sortie de crise au Mali était à l'origine de cette rencontre. Les 15 menaces de sanctions les opposant à ces propositions. L'ouest du Cameroun, théâtre de violences meurtrières. Au moins 6 civils ont été tués depuis le mois de mai par des séparatistes. L'ONG Human Rights Watch pointe du doigt l'armée dans ses exactions. Et puis, les mises en garde de l'OMS sur un relâchement sur les mesures barrières. L'organisation appelle les pays à maintenir le cap pour endiguer la propagation du coronavirus. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Les 15 présidents membres de la CEDEAO se sont réunis ce lundi en sommet virtuel. C'est pour tenter d'apporter une solution à la crise sociopolitique qui ébranle le Mali depuis le mois de juin. Dans ses conclusions, ce sommet a menacé de sanctions ceux qui s'opposeraient à son plan de sortie de crise qui prévoit tout de même le maintien au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta. La visioconférence des 15 présidents de la CEDEAO a débuté vers 10h30 GMT et s'est achevée environ 3 heures plus tard. Le sommet a appuyé les recommandations de la médiation menée par la CEDEAO sous l'égide de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, qui n'ont jusqu'ici pas obtenu l'aval du mouvement du 5 juin qui réclame la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour sortir de la crise dont l'élément déclencheur est une décision controversée de la Cour constitutionnelle qui a révisé partiellement les résultats des législatives de mars-avril dernier, la CEDEAO a préconisé la démission immédiate des 31 députés dont l'élection est controversée. Une démission qui devrait ouvrir la voie à des élections partielles. Le sommet préconise également une recomposition rapide de la Cour constitutionnelle. En cas de blocage, le président Ibrahim Boubacar Keïta pourra nommer les 9 membres de la Cour. Conformément au plan déjà présenté, les chefs d'État ont également demandé lundi la mise en place rapide d'un gouvernement d'union nationale avec la participation de l'opposition et de la société civile. À l'issue de ce sommet virtuel, les chefs d'État ont prévu un régime de sanctions contre ceux qui poseront des actes contraires au processus de normalisation à mettre en œuvre avant vendredi. L'émotion grandit en République démocratique du Congo 10 jours après la tuerie dans le village de Kipupu, situé sur les hauts plateaux du sud de Kivu, à l'est du pays. L'attaque a été perpétrée par au moins un groupe armé, une milice d'autodéfense. Depuis près d'1 an, les violences sont en augmentation dans la région. Cette fois, l'attaque fait particulièrement réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Dernière réaction en date, celle du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, lui-même originaire du Sud Kivu. Suite Twitter, le docteur Mukwege dénonce ainsi les comptes macabres de Kipupu dans la droite ligne des massacres qui frappent la RDC depuis 1996 et la première guerre du Congo. Pour l'instant, les informations sur l'attaque du village de Kipupu dans la nuit du 16 au 17 juillet restent parcellaires. Selon les chercheurs du baromètre sécuritaire du Kivu, qui s'appuie sur un réseau de sources locales, 18 civils auraient été tués. Mais dans une déclaration, des députés provinciaux parlent de plus de 220 personnes massacrées, des femmes violées, des maisons incendiées et du bétail volé. Joint par RFI, le porte-parole de l'armée congolaise explique que ni l'armée ni la mission des Nations Unies n'étaient sur place au moment du drame. Difficile donc d'établir un bilan. Depuis, les FARDC assurent avoir sécurisé la zone. Une délégation de députés provinciaux devrait se rendre sur place, ainsi qu'une équipe de la MONUSCO qui doit arriver ce lundi pour tenter d'établir des faits avérés. La mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé aux États membres, le relâchement des restrictions contre le coronavirus serait donc synonyme d'un frein à la lutte contre cette pandémie. Le directeur des situations d'urgence sanitaire au niveau de cette organisation a appelé les pays à être plus vigilants.
Maintenir les frontières fermées ne constitue pas une stratégie viable pour lutter contre le virus du Covid-19. L'OMS attire l'attention des gouvernants sur ce fait en mettant aussi un accent particulier sur le relâchement du respect des mesures barrières. Michael Ryan, directeur des situations d'urgence sanitaire de l'organisation, a tout de même reconnu la difficulté d'avoir une stratégie globale à l'échelle internationale. Le fait de continuer à sceller les frontières internationales n'est pas nécessairement une stratégie viable pour l'économie mondiale, pour les plus pauvres ou pour qui que ce soit d'autre. Nous devons donc vraiment progresser pour commencer à faire cela, mais le faire de la manière la moins risquée. Il est très difficile d'avoir une politique globale universelle parce que la nature du risque et la nature de l'impact sont déterminées par le contexte local et par la situation nationale ou infranationale. Les pays qui ont mis en œuvre des mesures de contrôle ont supprimé le virus. Et lorsque ces mesures pour supprimer le virus sont levées, le virus revient. Ce qui est clair, c'est que la pression exercée sur le virus fait baisser les chiffres avec succès. Relâchez la pression sur le virus et les chiffres peuvent remonter. De nombreux pays dans le monde ferment leurs frontières à des ressortissants venant de zones à risque ou imposent des quarantaines et des tests, mais sans stratégie concertée. Et en Algérie, le gouvernement a décidé de reconduire pour 15 jours le confinement dans la plus grande partie du pays en raison d'une hausse persistante du nombre de cas de contamination liés au coronavirus ces dernières semaines. Le confinement partiel à domicile de 20h à 5h du matin est en vigueur dans 29 des 48 préfectures du pays. Le confinement partiel à domicile de 20h à 5h, en vigueur dans 29 des 48 préfectures de l'Algérie, a été reconduit pour 15 jours à compter de ce mardi. Ainsi, en a décidé le gouvernement algérien en raison d'une hausse persistante de cas de contamination au nouveau coronavirus ces dernières semaines. Le gouvernement a également décidé de reconduire l'interdiction de la circulation routière depuis et vers ces 29 régions. Le confinement a été totalement levé le 14 juin dernier dans les 19 autres préfectures du pays. Selon le dernier bilan du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, publié ce dimanche, 27 357 cas de contamination ont été officiellement recensés en Algérie, dont 1155 décès depuis l'enregistrement du premier cas le 25 février. L'Algérie, qui a battu ces derniers jours plusieurs records quotidiens de cas recensés, est l'un des pays d'Afrique les plus touchés par la pandémie. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté ce dimanche un projet d'ordonnance modifiant et complétant le code pénal pour mieux protéger les professionnels de la santé contre les agressions verbales et physiques qui ont pris de l'ampleur depuis le début de la pandémie. Les auteurs sont passibles de peines pouvant aller d'1 an de prison à la perpétuité. En Tanzanie, la famille de Benjamin Mkapa a tenu à faire donc taire les rumeurs sur les causes de son décès, les causes du décès de l'ancien président. Elle a annoncé donc ce dimanche que l'ancien président est décédé dans la nuit du jeudi à vendredi à 81 ans. Il souffrait donc de problèmes cardiaques. Détail. Benjamin Mkapa, l'ancien président tanzanien, n'est pas mort de Covid-19. Selon les explications de William Irio, un membre de sa famille, il a été diagnostiqué avec un paludisme et il avait été admis à l'hôpital pour y être soigné. Il allait mieux et j'étais avec lui jusqu'au jour de son décès des suites d'un arrêt cardiaque, a ajouté William Irio lors d'une messe donnée en l'honneur du disparu dans le stade national de Dar es Salaam et à laquelle participait l'actuel chef de l'État John Magufuli. C'est ce dernier qui avait annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le décès de Benjamin Mkapa, sans toutefois préciser les causes de sa mort. Cette omission, contraire au texte de loi régissant l'annonce de la disparition des anciens présidents, a alimenté sur les réseaux sociaux la rumeur selon laquelle Mkapa avait pu succomber au nouveau coronavirus. Élu président en 1995, à l'issue des premières élections organisées après la réintroduction du multipartisme en Tanzanie en 1992, puis réélu en 2000, toujours sous les couleurs du parti au pouvoir, le Chama cha Mapinduzi Benjamin Mkapa sera inhumé
dans son village natal du sud-est de la Tanzanie le 29 juillet prochain. Les régions anglophones du Cameroun continuent d'être le théâtre de violences meurtrières. Au moins 6 civils ont été tués depuis le mois de mai par des groupes séparatistes. L'ONG Human Rights Watch déplore les exactions de l'armée qui s'y poursuivent. Depuis janvier, au moins 285 civils ont été tués lors de 190 incidents environ dans les 2 régions anglophones du Cameroun, selon une estimation de Human Rights Watch. Plus récemment, au mois de mai, les forces armées camerounaises ont attaqué un établissement de santé dans la région du Nord-Ouest et arrêté arbitrairement 7 membres du personnel d'un autre centre de santé dans le Sud-Ouest, tandis que des séparatistes armés ont tué au moins 6 civils, dont un travailleur humanitaire et un enseignant, a écrit Human Rights Watch dans un communiqué. L'enseignant de l'université de Bamenda a été abattu à la mi-mai par des séparatistes car il refusait d'arrêter de faire cours, selon l'ONG, qui cite sa famille et des témoins. Le 10 juin, après les affrontements entre des séparatistes et l'armée, une grenade a été tirée dans la cour de l'hôpital du district de Bali, faisant 1 mort et 4 blessés, d'après l'ONG de défense des droits humains, sans donner davantage de précision. Début juillet, un groupe indépendantiste avait annoncé avoir tué un Camerounais qui travaillait pour Médecins sans frontières. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, où vivent la plupart des Camerounais anglophones, minoritaires dans le reste du pays, un conflit sanglant entre des séparatistes et l'armée a fait depuis son déclenchement en 2017 plus de 3000 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. L'ONG Human Rights Watch souligne que ces violences ont eu lieu alors que certains leaders séparatistes affirment avoir engagé des pourparlers de paix avec les autorités. Ces discussions devraient tenir compte du respect des droits humains et de la recherche des responsabilités pour les abus, préconise Lévis Munch, directeur pour l'Afrique chez Human Rights Watch. Il a invité les parties à ces pourparlers à s'engager publiquement à mettre immédiatement fin aux abus contre les civils. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.